Le docteur Antoine Dubois était un dieu. Ses mains, considérées comme les plus talentueuses d'Europe, pouvaient réaliser des miracles chirurgicaux. Mais aujourd'hui, ces mêmes mains étaient devenues sa prison, secouées par un tremblement qu'aucun médecin ne pouvait guérir, brisant sa carrière et son âme. Un soir, alors qu'il cachait sa honte dans le luxe, un jeune garçon des rues lui fit une proposition insensée, un simple plat de nourriture en échange de ce que toute la science médicale avait échoué à faire. Le grand chirurgien éclata de rire, l'humiliant devant tous. La salle entière a ri avec lui, jusqu'à ce que les rires s'étouffent dans un silence de glace. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Pour découvrir comment se termine cette histoire impossible, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Le restaurant s'appelait Le Véronèse. C'était un sanctuaire parisien pour les riches et les puissants, un endroit où le silence était le plus cher des luxes et où chaque plat était une œuvre d'art. Pour le docteur Antoine Dubois, ce n'était qu'un mausolée élégant. Assis seul à une table en coin, il regardait le monde à travers une vitre épaisse qui le séparait de la vie ordinaire de la rue. La nourriture dans son assiette, un chef-d'œuvre de saveur et de texture, avait le goût de la cendre. Il ne mangeait pas. Il attendait. Il attendait que le temps passe, que la douleur s'estompe, que quelque chose change. Rien ne changeait. Son regard descendit sur ses mains posées de chaque côté de l'assiette. Autrefois, ses mains avaient été son royaume, son instrument et son identité. Elles étaient les mains du docteur Dubois, le plus grand chirurgien d'Europe. Des mains qui avaient dansé avec la mort et qui avaient toujours gagné, capables de suturer des tissus plus fins qu'un fil de soie, de naviguer dans le labyrinthe du corps humain, avec une grâce divine. Il était un dieu dans la salle d'opération, un maître de la vie et de la mort. Ses mains avaient bâti son empire, sa fortune, sa légende. Maintenant, elles étaient ses traîtresses. Un spasme minuscule, presque imperceptible, parcourut son pouce droit. Il ferma aussitôt le poing pour le cacher. Un réflexe né de la honte, le tremblement. Il commençait toujours ainsi, comme un murmure, avant de devenir un cri incontrôlable. C'était la symphonie de sa déchéance. Les meilleurs neurologues du monde avaient posé leur diagnostic, leur visage, empreint de cette pitié professionnelle qu'il haïssait plus que la maladie elle-même. Une dégénérescence nerveuse, incurable, progressive, fin de carrière. Il sentit une vague de rage froide monter en lui. Lui, Antoine Dubois, qui avait passé sa vie à réparer les corps des autres, était brisé sans espoir de réparation. L'ironie était si cruelle qu'elle en devenait banale. Il repoussa son verre de vin, un millésime hors de prix, avec un geste brusque. Le sommelier, qui observait de loin, se figea. Dubois savourait ce petit pouvoir, cette capacité à intimider, le dernier vestige de son autorité perdue. C'est alors qu'il le vit. De l'autre côté de la vitre, un garçon. Il ne devait pas avoir plus de 10 ans, maigre, avec un visage sale, mais des yeux d'une clarté surprenante. Contrairement aux autres passants, le garçon ne regardait pas la nourriture étalée sur les tables. Il ne regardait même pas le visage de Dubois. Il fixait ses mains. Il y avait une telle intensité dans son regard que le docteur se sentit soudainement exposé, comme si l'enfant pouvait voir la maladie qui rongeait ses nerfs. Excédé, Dubois jeta sa serviette sur la table et se leva pour partir. Il voulait fuir ce regard, fuir ce restaurant, fuir sa propre vie. Il sortit dans l'air frais de la nuit parisienne, mais une petite voix l'arrêta. Monsieur, c'était le garçon. Il se tenait là, sans tendre la main, sans l'arrogance des mendiants habituels. Il y avait une étrange dignité dans sa posture. Dubois sortit quelques pièces de sa poche, prêt à payer pour que l'enfant disparaisse. « Je n'ai pas besoin d'argent, » dit le garçon. Sa voix était douce mais ferme. « J'ai faim. » Dubois soupira, exaspéré. « Alors que veux-tu ? Que je t'invite à dîner ?» dit-il avec un sarcasme mordant. Le garçon ne sembla pas remarquer le mépris. Ses yeux clairs restèrent fixés sur les mains du chirurgien, qui commençait à trembler légèrement sous le coup de l'émotion. « Si vous me donnez un vrai plat de ce restaurant, » dit l'enfant lentement comme s'il pesait chaque mot, « je peux calmer vos mains. » Le monde autour d'Antoine Dubois s'arrêta. Le bruit de la circulation, les conversations des passants, tout disparut. Il ne restait que cette phrase, absurde, impossible, suspendue dans l'air. Ce n'était pas de la pitié, ni de la moquerie. C'était une affirmation.
Une vague de fureur pure et glaciale submergea le docteur. Comment osait-il? Ce gamin des rues, comment osait-il jouer avec sa souffrance? La transformer en un jeu, en une transaction sordide pour un repas? Une idée laide et cruelle germa dans son esprit. Il allait accepter. Il allait exposer ce petit charlatan devant tout le monde. Il allait transformer sa fausse espérance en une humiliation publique. Un sourire glacial se dessina sur ses lèvres. Il se pencha vers l'enfant, savourant déjà sa petite victoire. Il ne savait pas encore que sa décision ne briserait pas le garçon, mais les dernières fondations de son propre monde. Antoine Dubois retourna sur la terrasse du Véronèse, non plus comme un client cherchant la solitude, mais comme un metteur en scène entrant sur sa propre scène. Il tenait le garçon, Léo, par l'épaule. Une prise qui se voulait décontractée, mais qui était en réalité une affirmation de pouvoir. Un sourire narquois jouait sur ses lèvres. Le spectacle allait commencer. Les quelques clients encore présents, un couple de touristes américains et 2 hommes d'affaires, levèrent les yeux, intrigués par ce duo improbable. Le maître d'hôtel, un homme à la posture impeccable et au visage impénétrable, s'approcha immédiatement, sentant une perturbation dans l'ordre sacré de son établissement. Docteur Dubois, un problème. Sa voix était un velours poli. Pas le moins du monde, Jean-Pierre, répondit Dubois d'une voix forte calculée pour être entendue. J'ai un invité. Il a une faim de loup. N'est-ce pas, mon garçon? Il serra légèrement l'épaule de Léo, qui ne répondit pas, se contentant de regarder autour de lui avec un calme désarmant. Le maître d'hôtel jeta un regard discret et dédaigneux sur les vêtements usés de l'enfant. Bien sûr, docteur. Je vous fais dresser une table? Oh non, ce ne sera pas nécessaire, dit Dubois, son sourire s'élargissant. Mon jeune ami ici a des goûts simples. Apportez-lui les restes. Le mot plana dans l'air, chargé de mépris. Les restes, répéta-t-il, savourant chaque syllabe. Vous savez, un peu de pain de la corbeille, peut-être ce que les cuisines s'apprêtaient à jeter. Mettez tout ça dans une belle assiette. Il faut garder les apparences. Un murmure parcourut la terrasse. Le couple américain avait l'air choqué, tandis que les hommes d'affaires échangeaient un regard amusé. Jean-Pierre, pour la première fois de sa carrière, sembla déstabilisé, mais il se reprit aussitôt. Très bien, docteur. Il s'inclina et disparut. Dubois désigna une chaise vide à sa table. Assieds-toi. Ton festin arrive. Léo s'assit sans un mot. Il ne semblait ni intimidé, ni en colère, ni même humilié. Il attendait, simplement. Cette absence de réaction irrita Dubois plus que tout. Il voulait voir la honte dans les yeux de l'enfant, une confirmation de son propre pouvoir. Mais le garçon était une forteresse silencieuse. Quelques minutes plus tard, un jeune serveur apporta une assiette, le visage rouge de gêne. Dessus, un amoncellement de débris culinaires, des croûtes de pain, une garniture de légumes à moitié flétrie, un morceau de viande, que personne n'avait voulu. C'était une insulte servie sur de la porcelaine fine. Voilà, claironna Dubois, paiement pour services à venir. Mange. Sous le regard des autres clients, Léo prit un morceau de pain et le mangea lentement, méthodiquement. Il n'y avait aucune voracité dans ses gestes, aucune précipitation. Il mangeait comme si c'était un repas ordinaire. Quand il eut fini, il but une gorgée d'eau dans le verre que Dubois lui poussa avec mépris, puis il se leva. Le spectacle est terminé, pensa Dubois avec une satisfaction amère. Il a eu sa nourriture, maintenant il va disparaître. Mais Léo ne partit pas. Il contourna la table et s'approcha du chirurgien. Dubois se recula instinctivement. Le garçon tendit sa petite main sale. Ce n'était pas pour demander plus, c'était pour donner. Avant que Dubois ne puisse réagir, la main de l'enfant se posa sur son poignet droit, juste au-dessus de sa montre de luxe. Le contact fut léger, presque inexistant, mais chargé d'une chaleur étrange. Et puis, le monde bascula. Le tremblement, ce monstre invisible qui vivait sous sa peau, qui hantait chacun de ses gestes, ce grondement sismique constant dans ses nerfs, s'arrêta. Pas progressivement, pas doucement. Il cessa net, comme si un interrupteur avait été actionné au plus profond de son être. Le silence qui s'installa dans ses nerfs fut assourdissant. Il sentit le sang couler calmement dans ses veines, les muscles de son avant-bras détendus, ses doigts, parfaitement, immobiles. Il leva lentement sa main devant ses yeux. C'était sa main, la main d'un chirurgien. Stable, forte, sûre. Il la tourna, la retourna, étendit les doigts, les referma en un point. Aucun spasme.
Aucun frémissement. Le contrôle était total, absolu. Une sensation qu'il pensait avoir perdue à jamais. Son souffle se coinça dans sa gorge. Il leva les yeux, cherchant une explication dans le regard de l'enfant, mais le garçon n'était plus là. Il avait disparu, comme un courant d'air, laissant derrière lui une assiette de restes et un miracle impossible. Le rire était mort sur la terrasse du Véronèse. À sa place, il y avait un silence plus lourd que la pierre, car pour la première fois depuis des années, la main du grand docteur Antoine Dubois était parfaitement, miraculeusement, immobile. Le silence sur la terrasse du Véronèse dura une éternité. Antoine Dubois ne voyait pas les regards choqués des autres clients, n'entendait pas le murmure confus des serveurs. Il était le seul, habitant d'une planète qui venait de s'arrêter de tourner. Sa main droite reposait sur la nappe blanche, une chose étrangère et merveilleuse. Elle était parfaitement immobile. Lentement, comme s'il craignait de briser un sort, il la souleva. Il étendit les doigts un par un, le pouce, l'index, le majeur. Chacun obéissait avec une précision qu'il n'avait pas connue depuis 2 ans. C'était le silence parfait, l'absence totale de cette vibration parasite qui était devenue la bande-son de sa vie. Poussé par une impulsion irrésistible, il attrapa un couteau à steak. Le poids du métal dans sa paume était familier, réconfortant. Avec une dextérité retrouvée, il pinça un unique grain de gros sel sur la table entre son pouce et son index. Un geste d'une finesse absolue, un test qu'il échouait lamentablement chaque matin. Il réussit. Le grain de sel semblait un diamant dans la lumière tamisée. Une euphorie pure, presque violente, déferla en lui. Il jeta un billet de 500 € sur la table, bien plus que le coût de son repas avorté, et quitta le restaurant sans un regard en arrière. Il marcha dans les rues de Paris, non pas comme un homme brisé, mais comme un roi retrouvant son trône. Il ne chercha pas le garçon. Dans son esprit, l'enfant n'avait été qu'un catalyseur, un déclencheur absurde d'une rémission spontanée que la science expliquerait un jour. Il n'avait pas besoin de lui. Il était guéri. Une fois rentré dans son appartement opulent surplombant la Seine, il se précipita vers son bureau. Il ouvrit un coffret de bois précieux contenant ses anciens instruments chirurgicaux. L'acier froid et brillant semblait l'accueillir. Il saisit une pince et un fil de suture et commença à travailler sur un coussin de pratique. Ses mains dansaient, les nœuds étaient parfaits, serrés, élégants. C'était sa signature, son art. Il était de retour. Un rire rauque s'échappa de sa gorge, un son à mi-chemin entre le soulagement et la folie. Il travailla pendant 1 heure, puis 2, perdu dans la redécouverte de sa propre grâce. C'est alors qu'il le sentit, un frisson, si léger, si fugace qu'il crut l'avoir imaginé. Il s'arrêta, le cœur battant. Il fixa sa main. Elle était toujours immobile. Il reprit son travail, plus lentement cette fois. Et là, de nouveau, une secousse infime, un écho lointain de l'ancien tremblement. La panique, froide et visqueuse, commença à s'insinuer en lui. Non, murmura-t-il. Non. Il essaya d'accélérer, de prouver que ce n'était rien. Mais le doute était un poison. Le tremblement revint, plus fort cette fois, une vibration visible. La pince glissa de ses doigts et tomba sur le sol avec un bruit métallique strident qui résonna dans l'appartement silencieux. Il regarda sa main. Le monstre était de retour et il était plus affamé que jamais. Le tremblement était désormais violent, incontrôlable, une convulsion rageuse qui secouait tout son bras. L'euphorie se brisa en 1000 morceaux, remplacée par un désespoir si profond qu'il lui coupa le souffle. Ce n'était pas une rémission. C'était une blague cosmique. On lui avait donné un aperçu du paradis pour le jeter plus profondément en enfer. La logique, la science, ses certitudes, tout s'effondra. Une seule vérité demeurait, le garçon. L'arrogant docteur Dubois mourut cette nuit-là. À sa place naquit un homme obsédé. Dès le lendemain, la chasse commença. Il retourna au Véronèse, interrogeant le personnel avec une urgence qui confinait à la folie. Personne ne connaissait le garçon. Il sillonna les rues du quartier, montrant une liasse de billets à des sans-abri qui lui donnaient de fausses pistes pour lui soutirer de l'argent. Il se sentait ridicule dans son costume coûteux, un prédateur hors de son élément, chassant une ombre. Les jours suivants, il abandonna toute prétention. Il engagea les meilleurs détectives privés de la ville. « Trouvez-moi cet enfant », leur ordonna-t-il, leur faisant un portrait robot aussi précis que sa mémoire le lui permettait. Il visita des soupes populaires, des foyers d'urgence,
Des squats insalubres. Chaque porte fermée, chaque visage inconnu était un coup de poignard. Le monde qu'il avait toujours ignoré, le Paris des oubliés, devenait son purgatoire. Il ne dormait plus, ne mangeait presque plus. La seule chose qui le maintenait debout était cette image gravée dans sa mémoire, une petite main chaude sur son poignet, et le silence divin qui avait suivi. Une semaine s'était écoulée. Assis dans sa voiture de luxe garée dans une ruelle sombre du 19e arrondissement, il se sentit vidé. Les détectives n'avaient rien. Les pistes étaient froides. Le désert du doute était devenu un océan de désespoir. Paris avait avalé le garçon. Il était sur le point de renoncer, de se résigner à sa prison de chair quand il le vit. Une silhouette frêle qui se glissait le long d'un mur décrépit. Le cœur de Dubois cessa de battre. C'était lui, l'enfant disparu à l'intérieur d'un bâtiment abandonné dont la porte semblait à peine tenir sur ses gonds. L'espoir féroce et aveuglant le submergea. La chasse était terminée. Il ne le savait pas encore, mais la véritable épreuve ne faisait que commencer. La porte grinça sur ses gonds quand Antoine Dubois la poussa. L'air à l'intérieur était lourd. Un mélange d'humidité, de soupe de légumes et de pauvreté. Le hall d'entrée décrépit menait à une grande salle unique où une vingtaine de lits de camp étaient alignés. Des enfants de tous âges étaient assis sur les lits, lisant de vieux livres ou parlant à voix basse. Au centre de la pièce, une femme âgée aux cheveux gris noués en un chignon sévère remuait une grande marmite. Malgré le dénuement, il y régnait un calme, un ordre fragile que Dubois sentit immédiatement comme un intrus. Son costume coûteux et ses chaussures brillantes étaient une insulte à ce lieu. Tous les yeux se tournèrent vers lui. Il se sentit plus exposé ici que sur la terrasse du Véronèse. Puis il le vit, assis dans un coin. Léo lisait un livre à la couverture arrachée. Il leva les yeux et son regard croisa celui de Dubois. Il n'y eut aucune surprise, aucune peur, juste une reconnaissance silencieuse, comme s'il s'attendait à cette visite. La vieille femme posa sa louche et s'approcha, s'essuyant les mains sur son tablier. « On ne voit pas souvent des gens comme vous dans ce quartier, monsieur. Vous êtes perdu ?» Sa voix était fatiguée mais ferme. Dubois se sentit mal à l'aise. Lui, l'homme habitué à commander, était soudain sans voix. « Je cherche ce garçon, » dit-il en désignant Léo. « Je dois lui parler. » La femme plissa les yeux, protectrice. « Léo, il n'a rien fait de mal. »« Non, bien sûr que non, » se hâta de dire Dubois. « C'est une affaire personnelle. » Il sortit son portefeuille. Un geste instinctif, une solution à tous ses problèmes. « Je peux vous dédommager pour votre temps. Et pour lui. Je paierai ce qu'il faut. » La femme regarda le portefeuille, puis le visage de Dubois, et un léger sourire triste apparut sur ses lèvres. « Rangez ça, monsieur. Ici, l'argent n'achète pas grand-chose d'important. » Elle se retourna. « Je m'appelle Élise. Et vous êtes ?»« Dubois. Docteur Antoine Dubois. » Le nom eut un effet étrange sur elle. Elle s'arrêta net, le dos toujours tourné. Lentement, elle se retourna pour lui faire face et son expression avait changé. Ce n'était plus de la méfiance, mais une curiosité lasse, teintée de douleur. « Dubois » répéta-t-elle doucement. « Comme la clinique ?»« Dubois ? La grande clinique privée dans le 8e arrondissement ?» Le sang d'Antoine se glaça. « Oui, c'est mon établissement. »« Comment ? » ?»« Je connais bien l'endroit, » l'interrompit-elle. « Pas l'intérieur, bien sûr, mais l'extérieur. Je connais surtout ce qu'il y avait là avant. » Elle marqua une pause et le silence dans la pièce s'épaissit. « Avant votre clinique, il y avait un bâtiment en briques rouges, un endroit chaleureux, même en hiver. Ça s'appelait l'orphelinat Saint-Vincent. Chaque mot était un coup de marteau frappant contre la poitrine de Dubois. Des bribes de conversation oubliées lui revinrent en mémoire. Ses avocats, parlant d'un vieux bâtiment à relocaliser. Ses architectes, se plaignant de la démolition d'une structure sans valeur. Lui signant les papiers avec impatience, ne voyant que les plans de son futur temple de la médecine, un monument à sa propre gloire. Il n'avait jamais demandé ce qu'était ce bâtiment. Il ne s'en était jamais soucié. Élise continua, sa voix maintenant un murmure chargé de chagrin. C'était leur maison, la seule que beaucoup d'entre eux aient jamais connue. Son regard balaya la pièce, s'attardant sur les visages des enfants. Quand les bulldozers sont arrivés, on nous a promis des solutions, des relogements. Mais les promesses des hommes riches sont comme des feuilles en automne. La plupart de ces enfants se sont retrouvés à la rue. Elle se tourna finalement vers Léo, qui n'avait pas bougé, son livre posé sur ses genoux. Léo est l'un des enfants de Saint-Vincent.
J'étais l'intendante là-bas. J'ai fait de mon mieux pour en garder quelques-uns avec moi, pour leur offrir un toit, même un toit qui fuit. La vérité frappa Dubois avec la force d'un cataclysme. Ce n'était pas le hasard, ce n'était pas le destin. Le garçon qui lui avait offert un miracle était la victime directe de son ambition la plus crasse. La souffrance de Léo, sa faim, sa vie dans la rue, tout cela portait sa signature, invisible mais indélébile, comme les contrats qu'il avait signés sans un regard en arrière. Il sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il recula d'un pas, s'appuyant contre le mur humide pour ne pas tomber. Il regarda ses mains, qui tremblaient maintenant avec une violence insoutenable. En cet instant, le tremblement de ses mains cessa d'être une maladie. C'était une sentence. Chaque spasme était un écho des briques de l'orphelinat qui s'écroulaient, le cri silencieux des enfants qu'il avait jetés dehors. Il n'était pas venu chercher un remède, il était venu faire face à son péché. Le monde d'Antoine Dubois s'était effondré, non pas avec le bruit assourdissant d'une catastrophe, mais dans le silence pesant de cette salle misérable. L'air qu'il respirait semblait soudain empoisonné par sa propre culpabilité. Lui, l'homme de science, le maître des faits et de la logique, était confronté à une vérité qui transcendait tout ce qu'il connaissait. Ses actes avaient une âme, et cette âme était noire. Sa maladie n'était pas une simple défaillance neurologique. C'était un miroir physique de sa faillite morale. Il glissa le long du mur et s'assit lourdement sur une caisse en bois, sa tête entre ses mains tremblantes. Il était dépouillé de tout, son arrogance, son autorité, ses certitudes. Il n'était plus un grand médecin face à un enfant des rues. Il était un criminel face à son juge silencieux. Élise, l'ancienne intendante, le regarda avec une pitié lasse, puis se retourna vers sa marmite, comprenant que la conversation la plus importante n'aurait pas lieu avec elle. Le silence s'installa, rompu seulement par le bruit de la louche dans la soupe et le murmure des enfants. Finalement, des pas légers se firent entendre sur le sol poussiéreux. Léo se tenait devant lui. Le garçon ne le regardait pas avec colère ou accusation. Ses yeux clairs contenaient quelque chose de bien plus dévastateur, une compréhension simple, presque sereine. « Vous tremblez encore plus fort », dit Léo. Ce n'était pas une question, mais une observation. Dubois laissa échapper un son qui était un mélange de rire et de sanglots. « C'est ironique, n'est-ce pas? Je t'ai privé d'un toit, et maintenant mon propre corps refuse de m'obéir. » Il leva les yeux, son regard suppliant. « Je ne savais pas, je jure que je ne savais pas que c'était un orphelinat. Pour moi, ce n'était qu'un terrain, des chiffres sur un document. Le saviez-vous, ou n'avez-vous pas voulu le savoir ?» demanda doucement Léo. Non. Question, simple et directe, perça les défenses de Dubois. Il avait raison. Il n'avait pas voulu savoir. Connaître la vérité l'aurait forcé à voir les conséquences, à confronter l'humanité de ceux qu'il déplaçait. L'ignorance avait été son bouclier, le luxe de l'homme puissant. Ça n'aurait rien changé, avoua Dubois d'une voix brisée. J'étais un autre homme. Je voulais cet hôpital plus que tout. C'était le couronnement de ma carrière, la preuve de ma supériorité. Pourquoi? Demanda Léo. Pour guérir les gens? Oui, répondit Dubois, mais le mot sonna faux, même à ses propres oreilles. Il se reprit, forcé à une honnêteté qu'il n'avait jamais pratiquée. Non, pas seulement. Je voulais le meilleur, le plus grand. Je voulais que mon nom soit gravé sur la pierre. C'était pour moi, pour ma gloire. Léo hocha la tête, comme si c'était la réponse la plus logique du monde. Il s'assit par terre en face de Dubois, ramenant ses genoux contre sa poitrine. Le pouvoir avait complètement changé de camp. Ce n'était plus le médecin et le mendiant. C'était un homme perdu et son guide improbable. « Mes mains, » murmura Dubois. « Quand tu m'as touché, comment as-tu fait ?»« Je n'ai rien fait, » répondit Léo. « Parfois, quand quelqu'un a une grande douleur à l'intérieur, elle sort par l'extérieur. Votre douleur est très grande. » Dubois regarda l'enfant, abasourdi par la simplicité de cette sagesse. Toute sa connaissance médicale, ses années d'études, ses théories complexes, sur le système nerveux, tout semblait soudain si creux, la douleur de l'âme. C'est ce que ses collègues n'avaient jamais pu diagnostiquer. « Je te donnerai tout ce que tu veux, » dit Dubois, retombant dans ses vieux réflexes. « De l'argent, une maison, une éducation. Je peux réparer ce que j'ai fait. Dis-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. En échange, aide-moi. » Léo secoua la tête, un léger sourire triste sur les lèvres.
Vous pensez encore comme un homme riche, docteur. Vous pensez que tout peut être acheté, mais la guérison n'est pas à vendre. Il se pencha légèrement en avant. Vos mains ne vous ont pas trahi. Elles vous disent la vérité. Vous avez passé votre vie à prendre. Peut-être qu'il est temps d'apprendre à donner. Les mots de l'enfant firent écho dans le vide de son âme. Donner. Il avait toujours donné de son talent, mais en échange de la gloire et de la fortune. Il n'avait jamais rien donné de lui-même, rien qui lui coûte vraiment. Il resta là, assis sur sa caisse tandis que la nuit tombait sur Paris. Les paroles de Léo tournaient et retournaient dans son esprit. Pour la première fois de sa vie, le grand Antoine Dubois ne savait plus quoi faire. Il avait été confronté à son crime, et maintenant, il était confronté à lui-même. La route vers la guérison de ses mains passait par la guérison de son âme, et cette route commençait par un mot qu'il avait à peine utilisé dans sa vie, la rédemption. Antoine Dubois passa les jours suivants dans un état second. Il quitta son appartement luxueux, incapable de supporter le silence et le reflet de son échec dans chaque miroir, pour s'installer dans un petit hôtel impersonnel près du refuge. Chaque jour, il retournait dans ce bâtiment délabré, non plus comme un homme cherchant un miracle, mais comme un pèlerin visitant le lieu de sa révélation. Il n'osait pas parler de guérison. Au lieu de cela, il parlait avec Élise, écoutant ses histoires sur l'orphelinat, apprenant les noms et les visages des enfants que sa signature avait jetés à la rue. Il apporta de la nourriture, des vêtements chauds, des médicaments. Il utilisait son argent non pas comme une arme pour acheter une solution, mais comme un pansement maladroit sur une blessure qu'il avait lui-même infligée. Les enfants, méfiants au début, s'habituèrent lentement à la présence de cet homme triste aux mains tremblantes. Léo, quant à lui, le traitait avec une simplicité déconcertante, l'incluant parfois dans un jeu, ou lui demandant simplement de s'asseoir et de regarder les nuages avec lui. Pour Dubois, ces moments de silence partagé étaient plus intenses que n'importe quelle consultation médicale. Il apprenait une nouvelle langue, celle de la présence simple, dépouillée de tout objectif. Mais le monde extérieur, avec sa logique impitoyable de profit et de perte, ne tarda pas à frapper à la porte de ce fragile sanctuaire. Un matin, 2 hommes en costumes impeccables arrivèrent, porteurs d'une lettre officielle. Les Macron. Bâtiment, propriété d'une grande société immobilière, allait être rasé pour construire des appartements de luxe. L'avis d'expulsion leur donnait 30 jours pour quitter les lieux. La panique s'empara des résidents. Pour ces enfants, c'était une répétition de l'histoire, un nouveau bulldozer venant détruire leur refuge. Élise, malgré son courage, semblait écrasée par le désespoir. Dubois, voyant cela, sentit une vieille étincelle de son ancienne vie s'allumer. Un problème. Et il avait la solution. L'argent. Ne vous inquiétez pas, dit-il avec une assurance retrouvée, se tournant vers les hommes en costume. Combien? Je rachète le bâtiment. Donnez-moi votre prix, et je signe un chèque immédiatement. L'un des hommes eut un petit rire condescendant. Monsieur, ce n'est pas une question d'argent. Le projet est déjà approuvé. Les investisseurs sont engagés. Ce quartier se gentrifie. Ce bâtiment ne vaut rien, mais le terrain vaut une fortune. Il n'est pas à vendre. Le vieil Antoine Dubois, le tyran habitué à obtenir ce qu'il voulait, refit surface. Il passa les 48 heures suivantes dans une frénésie d'activité. Il appela ses avocats, ses contacts politiques, ses amis influents. Il fit des offres astronomiques, menaça, promit. Il se battit avec les armes qu'il avait toujours utilisées, le pouvoir et l'argent. Et pour la première fois de sa vie, il échoua sur tous les fronts. La machine corporative était plus grande, plus impersonnelle et plus puissante que lui. Épuisé et vaincu, il retourna au refuge. Il trouva Léo assis sur les marches de l'entrée, regardant le va-et-vient de la rue. « Ça ne marche pas », dit Dubois, sa voix lourde de défaite. « Mon argent est inutile. »« Je sais », répondit Léo sans le regarder. « Je peux vous trouver un autre endroit », continua Dubois, essayant de se convaincre lui-même. « Un meilleur endroit, plus propre, plus sûr. Je peux m'occuper de vous tous. » Léo se tourna finalement vers lui. « Et après, quand un autre homme riche voudra ce terrain, nous partirons encore? Ce n'est pas un bâtiment que vous devez sauver, docteur. C'est l'idée que nous avons le droit d'exister. » Dubois le regarda, ne comprenant pas. « Que veux-tu que je fasse, Léo? Je n'ai plus de pouvoir. » « Votre pouvoir n'a jamais été dans votre argent, » dit doucement Léo. « Votre pouvoir était dans votre nom, dans ce que vous représentez.
Le garçon se leva et regarda au loin, en direction des quartiers riches de Paris. La seule chose que ces gens respectent plus que l'argent, c'est l'image, la réputation. C'est la seule arme que vous n'avez pas encore utilisée. Une prise de conscience, froide et terrifiante, s'empara de Dubois. Il comprit ce que Léo suggérait. Il ne pouvait pas gagner cette bataille en secret, avec des chèques et des appels téléphoniques. Il ne pouvait la gagner qu'en public. Mais cela exigeait un sacrifice bien plus grand que sa fortune. Cela exigeait le sacrifice de son ego, de sa réputation, de la dernière chose qui lui restait, la légende du grand docteur Dubois. Il était à la croisée des chemins. Il pouvait accepter la défaite, reloger les enfants, et ainsi apaiser sa conscience avec une solution facile, un acte de charité qui ne lui coûterait que de l'argent. Ou il pouvait choisir une autre voie, une voie bien plus dangereuse. Il pouvait se mettre à nu devant le monde, transformer sa tragédie personnelle en une arme, et risquer l'humiliation publique totale pour une cause qui n'était pas la sienne il y a encore quelques semaines. Le choix n'était plus entre un bâtiment et un projet immobilier. C'était entre l'homme qu'il avait été et l'homme qu'il pouvait devenir. La décision mûrit en Antoine Dubois pendant une nuit blanche, la plus longue de son existence. Il ne luttait plus contre sa maladie, mais contre les derniers vestiges de son orgueil. La légende du docteur Dubois, cet édifice qu'il avait passé sa vie à construire, était tout ce qui lui restait. Le sacrifier, c'était se jeter dans le vide sans filet, accepter de n'être plus qu'un homme faillible, brisé, dont le nom serait à jamais associé non pas à la gloire, mais à la honte. Au lever du soleil, une étrange paix s'était installée en lui. Il savait ce qu'il avait à faire. Le lendemain, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des mois. Il utilisa son nom, pas pour obtenir une table dans un restaurant ou pour intimider un subalterne, mais pour convoquer la presse. L'invitation était vague et intrigante. Le célèbre chirurgien Antoine Dubois fera une déclaration personnelle concernant l'avenir de sa clinique et un projet immobilier controversé. La curiosité des médias fut piquée au vif. La conférence de presse fut organisée à la hâte dans le hall d'entrée de la clinique Dubois. L'endroit était un symbole de sa réussite. Marbre immaculé, œuvre d'art moderne et un silence feutré qui sentait l'argent. Tandis que les journalistes et les caméras s'installaient, Dubois sentit ses mains trembler violemment. Mais pour la première fois, il n'essaya pas de les cacher. Il les laissa exposer sur le pupitre, témoin silencieux de ce qu'il s'apprêtait à faire. Quand il prit la parole, sa voix était faible au début, puis elle gagna en force, nourrie non pas par l'arrogance mais par une résolution nouvelle. Il ne lut aucune note. Il parla avec son cœur. « Mesdames et messieurs, merci d'être venus. » Commença-t-il. « Pendant des années, vous m'avez connu comme le docteur Dubois, un homme dont les mains pouvaient, disait-on, accomplir des miracles. » Il leva sa main droite tremblante. Comme vous pouvez le voir, ses mains ne sont plus celles d'un dieu. Elles sont celles d'un homme malade. Et pendant longtemps, j'ai cru que cette maladie était une malédiction, une injustice du destin. Il marqua une pause, laissant le silence s'installer, captivant l'audience. J'avais tort, continua-t-il, sa voix se brisant légèrement. Ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme. Le symptôme d'une vie construite sur l'ambition et l'égoïsme. Et puis, il raconta tout. Il parla de l'orphelinat Saint-Vincent, non pas comme une note de bas de page dans une transaction immobilière, mais comme une maison remplie de vie qu'il avait détruite pour construire ce monument à sa propre vanité. Il parla des enfants qu'il avait déracinés, leur donnant un nom et un visage, en particulier celui de Léo. Il confessa publiquement que sa quête de gloire avait directement causé leur souffrance. Les flashs des appareils photo crépitaient, les journalistes écrivaient frénétiquement. C'était un suicide public, une auto-immolation de sa réputation. Aujourd'hui, dit-il, sa voix retrouvant une clarté puissante, le même groupe immobilier qui a profité de la destruction de cet orphelinat s'apprête à expulser ces mêmes enfants du refuge où ils ont trouvé abri. Ils le font au nom du profit, la même idole que j'ai servie toute ma vie. Il regarda droit dans l'objectif de la caméra principale, s'adressant non plus aux journalistes, mais au monde entier. Je ne peux pas racheter mes péchés, mais je ne resterai pas silencieux pendant que l'histoire se répète. Par conséquent, j'annonce aujourd'hui 2 choses. Premièrement, je m'opposerai à cette expulsion avec chaque fibre de mon être, et je vous demande, à vous, médias et publics,
de regarder de près les actions de cette société. Deuxièmement, et c'est le plus important, il prit une profonde inspiration. C'était l'acte final, l'antidote direct à son péché de cupidité. J'annonce la dissolution de la clinique Dubois en tant qu'établissement privé. Je lègue ce bâtiment et la totalité de ma fortune à une nouvelle fondation qui sera créée. Cette fondation aura pour unique mission d'offrir des soins médicaux gratuits et un abri aux enfants et aux sans-abri de Paris. Elle sera dirigée par Madame Élise Duval, l'ancienne intendante de l'orphelinat Saint-Vincent. Un murmure de stupéfaction parcourut la salle. Il donnait tout, son empire, son argent, son nom. C'était un sacrifice total. Alors qu'il prononçait ces derniers mots, une sensation étrange parcourut son corps, une chaleur douce, partant de sa poitrine et se propageant le long de ses bras. C'était comme si un poids immense, un fardeau qu'il portait depuis des décennies sans même le savoir, venait d'être soulevé. Il baissa les yeux vers le pupitre. Le tremblement dans ses mains avait diminué, remplacé par un calme qu'il n'avait pas senti depuis la touche miraculeuse de Léo. Ce n'était pas une guérison complète, mais c'était une libération. En sacrifiant l'homme qu'il avait été, il venait de donner une chance à l'homme qu'il pouvait devenir de naître. La conférence de presse d'Antoine Dubois eut l'effet d'une bombe. Dans les heures qui suivirent, l'histoire explosa sur toutes les chaînes d'information, les réseaux sociaux et les journaux. Le récit était trop puissant pour être ignoré. Le chirurgien déchu, sa confession brutale, le sacrifice de sa fortune et la lutte de David contre Goliath pour un groupe d'enfants sans abri. L'opinion publique, souvent cynique, s'enflamma. Le nom orphelinat Saint-Vincent était sur toutes les lèvres. La société immobilière, habituée à opérer dans l'ombre discrète des transactions financières, se retrouva soudain sous un projecteur aveuglant et hostile. Des manifestants commencèrent à se rassembler devant leur siège social. Des politiciens, sentant le vent tourner, firent des déclarations prudentes, puis de plus en plus fermes en faveur du refuge. En moins de 48 heures, la pression était devenue intenable. L'entreprise publia un communiqué annonçant qu'elle suspendait le projet d'expulsion et qu'elle allait entrer en dialogue avec la ville pour trouver une solution humaine. C'était un jargon corporatif pour signifier une reddition totale. Le refuge était sauvé. Dubois apprit la nouvelle, non pas par un appel de ses avocats, mais par Élise, qui le serra dans ses bras en pleurant de joie au milieu de la salle commune du refuge. Les enfants célébraient autour de d'eux, leur maison sécurisée non pas par un miracle divin, mais par un acte de courage humain. En regardant leur visage soulagé, Dubois ne ressentit pas la fierté de la victoire, mais une humble gratitude. C'est ce soir-là, alors qu'il aidait Élise à servir la soupe, que le véritable miracle se produisit. Il n'y eut pas de contact magique, pas de flash de lumière. Il tenait, simplement une louche, remplissant un bol pour Léo. Quand il réalisa que sa main ne tremblait plus du tout, il s'arrêta et regarda sa main, puis l'autre. Elles étaient parfaitement calmes. Ce n'était pas le calme tendu d'un muscle qui se retient, mais une quiétude profonde, une détente totale qui semblait venir du plus profond de son être. Lentement, il posa la louche. Il fléchit les doigts, sentant chaque tendon, chaque articulation bouger avec une fluidité et une certitude qu'il pensait ne jamais retrouver. La guérison était différente de la première fois. Ce n'était pas une pause temporaire et surnaturelle. C'était une paix durable, organique. C'était comme si l'ordre naturel des choses avait été restauré en lui. Il chercha le regard de Léo de l'autre côté de la table. Le garçon le regardait, un petit sourire aux lèvres, comme s'il savait. Il n'y avait aucune surprise dans ses yeux, seulement une confirmation silencieuse. Dans les jours qui suivirent, le calme persista. Les tremblements ne revinrent pas. Il alla voir son neurologue, un vieil ami qui l'avait suivi pendant sa chute. Après une batterie de tests, le médecin le regarda, abasourdi. « Antoine, je ne comprends pas, » dit le neurologue, regardant les résultats. « Les marqueurs de la dégénérescence sont partis. C'est impossible. C'est une rémission complète. Scientifiquement, ça n'a aucun sens. » Antoine Dubois sourit, un vrai sourire, le premier depuis des années. « Peut-être, mon ami, » dit-il, « que nous avons passé trop de temps à étudier le corps, et pas assez de temps à étudier l'âme. » Il quitta le cabinet du médecin, non pas en se sentant comme un cas médical miraculeux, mais comme un homme entier. La guérison de ses mains était réelle, tangible,
mais elle lui semblait presque secondaire. Le vrai miracle avait déjà eu lieu, dans le hall de sa clinique, quand il avait choisi de sacrifier son ego. La guérison physique n'était que la manifestation extérieure d'une paix intérieure qu'il avait enfin trouvée. Il avait perdu son empire, sa réputation de dieu de la chirurgie, mais il avait regagné son humanité. Et pour la première fois, il sentait que l'échange était plus que juste. 6 mois plus tard, le bâtiment qui abritait autrefois la clinique du bois était méconnaissable. Le marbre froid et les œuvres d'art prétentieuses avaient été remplacés par des murs aux couleurs vives, des dessins d'enfants et le bruit joyeux de la vie. L'enseigne en lettres d'or avait été descendue, remplacée par une plaque simple et accueillante, la Fondation Saint-Vincent. L'endroit était devenu le cœur battant de la charité à Paris. Le rez-de-chaussée abritait un centre d'accueil et une clinique médicale gratuite, constamment remplie de ceux que la ville avait oubliés. Les étages supérieurs, autrefois des suites privées pour les patients fortunés, avaient été transformés en chambres sûres et propres pour les familles et les enfants sans abri. Élise dirigeait l'ensemble avec une efficacité bienveillante, sa dignité trouvant enfin un lieu à sa mesure. Antoine Dubois était là chaque jour. Il n'opérait plus. Le monde avait perdu un grand chirurgien, mais il avait gagné quelque chose de bien plus précieux. Ses mains, maintenant parfaitement stables, servait d'une nouvelle manière. Il était devenu un professeur, un mentor pour une nouvelle génération de jeunes médecins qui choisissaient de travailler à la Fondation. Il leur enseignait non seulement la technique chirurgicale, mais aussi ce que ses livres ne lui avaient jamais appris, l'empathie, l'humilité et l'art d'écouter la douleur de l'âme autant que celle du corps. On le voyait souvent dans les couloirs, non plus avec l'arrogance d'un roi dans son château, mais avec la démarche tranquille d'un homme qui a trouvé sa place. Il connaissait chaque enfant par son nom, raccommodait des jouets cassés, lisait des histoires le soir. Il avait perdu une fortune, mais il avait gagné une famille. La rage, qui l'avait consumé, avait été remplacée par une sérénité qu'aucun compte en banque ne pourrait jamais acheter. Un après-midi de printemps, il était assis sur un banc dans la petite cour intérieure du bâtiment, transformé en aire de jeu. Il regardait Léo et d'autres enfants jouer au football, leur rire remplissant l'air. Léo n'était plus le garçon maigre et silencieux des rues. Il avait repris du poids, et ses yeux brillaient d'une confiance nouvelle. Il était le premier à accueillir les nouveaux arrivants, leur offrant le même calme et la même sagesse qui avait un jour sauvé un homme perdu. Léo remarqua le regard de Dubois et courut vers lui, le ballon sous le bras. « Vous ne jouez pas, docteur ?» demanda-t-il en souriant. « Non », répondit Dubois avec un sourire chaleureux. « J'aime juste regarder. Et appelle-moi Antoine. » Le garçon hocha la tête, puis son regard se posa sur les mains de l'homme, posées tranquillement sur ses genoux. « Elle ne tremble plus du tout, » dit Léo. « Non, » confirma Antoine. « Plus jamais. » Il n'y avait pas besoin de plus de mots. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. L'homme qui avait tout perdu pour tout trouver, et le garçon qui n'avait rien, mais qui lui avait tout donné. Le soleil filtrait à travers les feuilles des arbres, baignant la scène d'une lumière dorée. Antoine Dubois regarda le jeu reprendre, le son des rires des enfants se mêlant au battement paisible de son propre cœur. Il était enfin guéri. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos émouvantes comme celle-ci. Laissez votre like pour nous soutenir et activez les notifications pour ne rien manquer. Cela nous aide à continuer à créer le meilleur pour vous. À la prochaine vidéo.